Bonjour chers amis et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Good Post. C'est un plaisir comme chaque semaine de vous retrouver. Aujourd'hui on va y aller. On va faire un épisode encore plus court que la semaine dernière puisqu'on va aborder un film de genre et que je peux faire des épisodes très courts sur les films de genre. En général je fais des épisodes très longs mais cette fois-ci c'est un épisode plus court puisqu'il s'agit de Boss Level de Joe Carnahan. J'en avais parlé dans une précédente news. Je vous avais dit que j'aborderais d'abord WandaVision et puis Boss Level cette semaine, comme de quoi, des fois je parle d'un programme et ça tient debout, hein. Tous ceux qui se foutent de ma gueule en disant que j'avais dit que je commencerais l'année en faisant un podcast, une vidéo, un podcast, une vidéo, un podcast, une vidéo, bah ils ont bien remarqué que ça n'a pas marché du tout. Donc voilà, faut pas trop écouter mes annonces, en fait, faut juste être là, suivre et puis donner un maximum d'argent sur mon Tipeee et mon compte bancaire, voilà. Ce sera déjà une très très bonne base. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou. Comment ça, je fais que parler d'argent ces dernières semaines? Non, je parle toujours d'argent dans les productions. Vous savez très bien que je suis un fan des gens qui ont du pèse, de la faf, du blé, de la totale, bref, et qui se la mettent yo pendant que nous, on est en train de chier dans la merde, en train d'engraisser les fortunes du CAC 40. C'est consternant, franchement. Ce monde part en couille, je vous le dis, ce monde part en couille. Si des gens aussi brillants qu'un mec qui parle trop et doit toujours avoir un job d'appoint, le monde part en couille, hein. Et je suis triste pour vous, parce que ça va être encore pire pour vous. Hashtag modestie. Nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul. C'est trop nul. Donc, on va aller à l'essentiel, on arrête dans nos salamalak et nos conneries. On va un peu à l'essentiel, chers amis, il était temps. Donc, le programme d'aujourd'hui. Au menu, nous aurons donc dans la news, on fera un petit point sur, non pas les Césars, parce que voilà, il y a eu plein de prix et tout ça, c'était super sympa, mais c'est surtout pour parler du couronnement du film Adieu les cons, que je n'ai pas vu, mais je vais vous parler un petit peu de pourquoi je suis content que ce film soit primé, et notamment qu'un réalisateur comme Albert Dupontel, pour le cinéma de genre français, c'est très très important, je reviendrai là-dessus après. Je vous ferai un tout petit point sur le film qui vend, je vous avais dit que le film mondial qui avait fait la plus grande sortie par grosso modo Weekend était chinois, et visiblement ça aurait peut-être changé. Et ça me permettra de vous parler d'une chose que je ne savais pas, et que l'excellente chaîne, notamment Dois-je le voir, m'a appris sur le film qui a fait la plus grosse sortie au cinéma, le plus grand nombre de vues au cinéma, et qui n'est ni Avengers, ni Détective China, je crois, ou Détective Hong Kong, je suis plus certain, ni tout autre film d'Avengers Endgame ou autre, ni Avatar, bref, je vous en parlerai. Dans la news, on fera l'analyse de Boss Level, et j'essaierai de vous donner envie de voir ce film, qui est vraiment une série B intéressante, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, et puis de rigoler un petit peu avec vous sur le sujet. Et dans la question et vite répondue aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler un petit peu de mon avis. J'essaie de brosser beaucoup de choses en même temps, sur un petit peu, ma réflexion actuellement sur la stratégie, sur les réseaux sociaux, quand on essaie comme moi de développer des choses autour du cinéma, aussi bien sur Instagram que sur YouTube, sur un blog et tout, en podcast, en vidéo, bref. On va parler du fameux sujet brûlant de « Faut-il courir plusieurs lièvres ou un seul à la fois ?» Bref, un sujet bien dense, bien fat et bien polémique, comme on aime. C'est The Good Post, et vous êtes au bon endroit pour vous relaxer et réfléchir avec moi. Vois comme c'est beau, les enfants vivent comme des oiseaux. Mais tout d'abord, petite présentation de Boss Level. Boss Level, c'est un film donc de genre, un film d'action, réalisé par Joe Carnahan, scénarisé par Chris Bory, Eddie Bory, donc des frères, et Joe Carnahan lui-même, avec acteur principal Frank Grillo. Alors on va commencer par le début, j'aime bien Joe Carnahan, donc à tout seigneur, tout honneur. Joe Carnahan est un réalisateur qui s'est fait connaître notamment dans un cinéma de genre américain assez costaud, assez bien troussé, notamment avec un film comme Narc. Il avait d'abord fait Blood and Bullets, ce que je n'ai pas vu malheureusement, mais qui s'est fait connaître en 2002 avec Narc, un excellent polar noir, avec dans le rôle du flic, alcoolique et traître, notre ami Ray Liotta, hein, donc évidemment c'est presque une blague en soi, mais dans Narc c'était pas encore le rôle qu'on lui donnait tout le temps, ça commençait à être le cas, mais c'était pas le cas dans Narc, et je vous conseille de voir Narc avec ce regard-là, il est excellent dans le rôle. Je crois que dans le rôle principal on avait Jason Patric, vraiment excellent polar hardboiled, très efficace, très simple, mais qui allait au fond de son sujet, vraiment très bon.
Il faudrait que je le revoie à l'occasion. Il a fait plusieurs autres films entre-temps, notamment des films pour la série de spots télé sur BMW, mais je ne les ai pas vus. Un téléfilm qui s'appelle Faceless que je n'ai pas vu. Et il est revenu en 2007 avec Smoking Aces, mise à prix en français. Très bon polar assez foufou, où il a pu commencer à se lâcher un peu dans le style cinéma de genre, avec un peu sa marque de fabrique qui consiste à créer des scènes d'action assez dingues, où ça flingue un peu dans tous les sens. On bascule très facilement vers la violence et le gore, et souvent aussi avec des personnages hauts en couleur. Je vous laisse découvrir dans Smoking Aces le trio des nazis qui courent tous après une prime, des chasseurs de primes menés par Ben Affleck et qui sont super cool et pépères, un agent du FBI qui est joué par Ryan Reynolds qui inaugurait un petit peu ses rôles sérieux. Bref, je vous laisse découvrir tout ça, vraiment film très très sympa. Je crois qu'il y avait aussi une tueuse, un couple de tueuses qui était joué notamment par Alicia Keys, qui était pas mal du tout aussi dans le rôle. Bref, j'y reviendrai à l'occasion, Smoking Aces. Il est revenu 3 ans plus tard avec L'Agence Touriste, c'est l'adaptation de The A-Team, film plutôt mal aimé, parce que adaptation très 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 audacieuse qui, en quelque sorte, a tordu plus ou moins les règles de la série de base. Je reviendrai dessus quand je ferai un podcast dessus, mais c'est un film que j'aime bien, que je conseille de voir quand même, parce que je trouve que c'est une adaptation généreuse, qui aimait vraiment la série de base, et qui a vraiment essayé de lui faire hommage, tout en la modernisant, et tout en essayant de créer une série de films. Peut-être était-ce une erreur, on viendra dessus quand je ferai un podcast dessus, mais bref, bon film. Il a enchaîné avec l'excellent film de survie Le Territoire des Loups, The Grey, film qui a divisé, parce que sur le fond assez discutable, pas toujours très fin dans le scénario. En fait, les limites scénaristiques de Joe Carnahan ont commencé vraiment à apparaître à partir de l'Agence Touriste et se sont vraiment concrétisées dans Le Territoire des Loups, où le film, sous prétexte de faire un film de survie, est un petit peu en pilotage automatique, un peu, et force un peu les choses, même si le discours du film reste très intéressant. Mais grosso modo, ça a un petit peu calmé sa carrière au cinéma. Le film suivant qu'il a sorti, Stretch, connaissant une sortie presque confidentielle. Je l'ai même pas vu, moi, en France, honnêtement, au Cinoche. Je sais même pas s'il a été distribué. Et j'ai pas eu l'occasion de le trouver en français, donc à l'époque. Et depuis, j'avais oublié, donc je l'ai pas vu. Entre-temps, il a réalisé des épisodes de la série Blacklist, qui a une série à succès avec notamment James Spader dans le rôle titre, mais que je n'ai pas vu, mais qui paraît-il est tout à fait sympa. Des épisodes pour la série State of Affairs. Et depuis 2015, il était un petit peu sous les radars, il était un petit peu en retrait. Il a écrit le scénario de Death Wish, de Daily Roth, El Chicano, de Ben Hernandez Bray. Bref, et il a participé aussi au scénario et à la production de Bad Boys for Life, si je dis pas de bêtises, avant de revenir donc à la réalisation et au scénario avec Boss Level. Et Boss Level, c'est un projet assez particulier puisque il n'a en personnage principal rien d'autre que notre cher Frank Grillo. Alors si vous connaissez pas Frank Grillo, eh ben je vais vous présenter Frank Grillo, parce que c'est dommage de pas le connaître. C'est quand même bien fait. Oh là 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 là. Allez, remballe tout ça, Rémi, c'était écœurant à la fin. Cet acteur de 55 ans s'appelle Frank Anthony Grillo. Il est né le 8 juin 1965 à New York. Oui, ça vous passionne. Il s'est fait connaître ces dernières années, notamment en jouant le rôle de Crossbones dans Captain America. Mais c'est un acteur qui a commencé sa carrière au début des années 2000, notamment en jouant les rôles de costaud, de flics et autres, donc notamment dans Minority Report, en jouant vraiment des seconds rôles, dans Hors de contrôle, par exemple, avec Martin Campbell. Mais vraiment, on commence à le voir un peu plus arrivé, je trouve, au cinéma, dans Warrior, notamment de Gavin O'Connor, où il est le coach, le fameux coach Frank Campana, et où il est très bien, je trouve, dans le rôle, il fonctionne très bien. Ensuite, il a un vrai rôle aussi dans Le Territoire de Loup, déjà de Joe Carnahan, dans le End of Watch de David Ayer aussi, dans le Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, toujours dans le même style de rôle, vraiment le soldat, le flic costaud, toujours un petit peu le même type de gars, ou le méchant, musclé, ou le genre, quoi. Avant de clairement prendre carrément le rôle de Brock Rumlow dans le Captain America, le soldat de l'hiver, qui deviendra ensuite, qui est en fait tout simplement Crossbones dans Captain America Civil War, et de devenir l'acteur principal de American Nightmare 2, et de montrer toute l'étendue de son jeu, aussi bien en termes de, d'action, qu'il maîtrise clairement, et de son jeu dramatique, American Nightmares 2 étant en ce sens, je pense, le meilleur de la série. Je vous ai déjà fait une critique sur la trilogie, si vous voulez avoir mon avis total là-dessus. Bref, Frank Grillo, c'est une gueule que vous connaissez, pas forcément dont vous connaissez le nom, mais vous connaissez sa tronche, mais ce qu'il a fait vraiment décoller, je pense, au niveau du grand public,
Eh bien, c'est tout simplement son rôle dans la série Kingdom. La série Kingdom qui est vraiment devenue une série qui a sa petite hype, sa petite fanbase importante, qui a duré 3 ans, de 2014 à 2017, où il jouait le rôle d'un gérant d'une salle de MMA, de Mixed Martial Arts, de Free Fight en France, soi-disant les gens qui connaissent que dalle disent Free Fight, mais c'est des arts martiaux mixtes, donc ou l'UFC pour ceux qui préfèrent. Et série qui a eu son petit succès, sa petite hype, notamment parce que, paraît-il, les gens appréciaient la chorégraphie des combats, le réalisme de la vie des combattants notamment. Moi j'en avais vu quelques morceaux, honnêtement j'ai pas assez suivi. J'étais pas convaincu, il faudrait que je la regarde correctement, il y a beaucoup de gens qui me disent que si, au bout d'un moment ça devient vraiment très bon. Je crois qu'il y a eu 3 saisons, il faudrait que je la regarde à l'occasion, je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, ça a permis vraiment à Franck Grillo de percer on va dire du second rôle sympathique à vraiment premier rôle, à être suivi par les gens, et notamment dans la même période, je vous avais dit, en 2012, il a eu son premier rôle, il a été premier rôle dans American Nightmares 2, avant d'être encore une fois important dans American Nightmares 3. Bref, c'est devenu un acteur de bonne série B, vraiment acteur, et donc tout doucement, il fallait bien que quelqu'un tente à un moment donné de le faire passer à la série B' ou la série A' en quelque sorte, les films un peu mieux produits, et c'est donc le cas avec Boss Level. Mais Boss Level, c'est une prise de risque commune puisque Franck Grillo a coproduit le film avec Joe Carnahan, notamment à la production, je crois au travers d'une boîte, je sais plus, ils ont monté une boîte ensemble, je crois, ou je sais plus si c'est que la boîte de Franck Grillo. Bref, en tout cas, il a mis des sous dedans, et c'est important d'en avoir conscience parce que le film est, je pense, à voir, parce que c'est un projet de réalisateur et de producteur couplé. C'est pas toujours évident, ça arrive pas souvent, ces projets-là où il y a vraiment beaucoup de moyens, où il y a une générosité dans l'action, dans les moyens. Le film a quand même coûté 45 millions de dollars, donc quand je suis en train de vous dire que Franck Grillo l'a produit, il est producteur exécutif. Je vous renvoie à mes explications des premiers podcasts que j'avais fait notamment. Le producteur exécutif, c'est celui qui est sur le terrain. Il met des sous, il n'y a pas de problème. Pour être producteur, de toute façon, aux États-Unis, il faut mettre du pognon. T'es pas producteur comme ça quand tu mets pas des pognons de ta poche, mais pour être producteur exécutif, t'es vraiment sur le terrain et c'est toi qui vas jauger la production très souvent. C'est-à-dire qu'on va pas te consulter forcément, mais c'est toi qui vas dire pourquoi vous voulez mettre une grue de 60 mètres là, pourquoi faire? Ah mais non, parce qu'on veut le faire tomber d'un peu plus haut, ce sera un peu plus stylé. Écoute, on va mettre la caméra en contre-plongée, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un rôle important et c'est très difficile pour un acteur principal d'être producteur ou producteur exécutif. C'est la même chose pour Tom Cruise, pour Will Smith ou autre, parce que c'est souvent des rôles ingrats où on finit par, si le film est pas bon, à vraiment pour le coup encaisser le coup non seulement populaire mais aussi professionnel de l'échec entre guillemets en termes critiques ou en termes de succès public du film. Donc c'est toujours très délicat, et donc Joe Carnahan et Franck Grillo, comme ils s'aiment beaucoup et qu'en fait dans la vie intime c'est un couple tout simplement, ils sont tous les deux gays, ils ont 3 enfants qu'ils ont adoptés, enfin bon voilà quoi, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie. La news d'aujourd'hui, je vais pas faire très long, mais c'était assez intéressant puisque ces dernières semaines, vous le savez, j'avais carrément fait une news là-dessus, vous le savez, pour vous annoncer que le film qui avait réussi le plus grand démarrage de son premier week-end de sortie, puisque c'est le premier week-end en général, évidemment, les gens sont libres, ils travaillent pas, blablabla, et donc on a le temps d'aller au cinéma, c'était donc un film chinois, Detective China, si je dis pas de bêtises, qui avait eu Detective China 3, pardon, qui avait battu le record du nombre d'entrées détenues d'abord par Avatar, puis par Avengers Endgame, et donc par Detective China au niveau international, avant de découvrir que, au niveau international et en tenant compte de l'inflation, c'est-à-dire du grosso modo de combien valait un billet de cinéma à l'époque pour le salaire moyen de l'époque, blablabla, eh bien on s'est rendu compte que non, effectivement Avengers Endgame, tout ça c'est très impressionnant et tout ça, et ça fait des sacrées sorties, mais en tenant compte de l'inflation, il semblerait que suspense, et oui, ce soit bien lui le film raciste Gone with the Wind, autant on emporte le vent, qui est donc le film qui a été qui avait réussi la plus grosse sortie de l'histoire et qui a fait au total le plus grand week-end, le plus grand premier week-end et le plus grand nombre de sorties de l'histoire du cinéma. Parce qu'effectivement, vous avez une petite news qui tourne en ce moment en disant oui, Avatar est ressorti en Chine pour préparer la sortie de Avatar 2, blablabla, 3, 4, 12, 25. Oui, parce que si j'ai bien compris, il y aura un Avatar 5. Ça va aller du 2 jusqu'au 5, si j'ai bien compris. Il y a encore 4 films Avatar qui devraient sortir, si j'ai bien compris le délire.
Et évidemment c'est du James Cameron, donc c'est logique, hein, il faut qu'il fasse encore plus gros que ce qui est sorti avant. Je commence à me dire qu'il y a de la bataille d'ego un petit peu chez James Cameron et il faudrait qu'il se méfie parce que même si Avatar était un film très très bon sur plein de points, et je vous renvoie à ma vidéo, certes un peu vieillotte, certes j'ai un ton assez lourdingue et il y a beaucoup moins de blagues, mais bon, sur le fond je suis toujours d'accord avec cette vidéo. Bref, je trouvais qu'Avatar était un excellent film sur plein de points, mais avait aussi de vrais défauts et était loin d'être un chef-d'œuvre, mais... Critique que je fais grosso modo sur la quasi-totalité des films de James Cameron, sauf Terminator, sur lequel je ferai une vidéo bientôt. Et pour la petite parenthèse, il y a That Guy with the Glasses, j'ai oublié son nom maintenant, le critique américain que j'apprécie beaucoup, et qui, même si beaucoup estiment qu'il a vieilli et que ses critiques sont moins intéressantes, qui a sorti une vidéo sur Terminator dernièrement, que j'ai trouvé aussi très bonne, pour le coup, sur Terminator 1. Je vous conseille donc d'aller voir sa vidéo, le Nostalgia Critique. Donc, je ferme la parenthèse, et donc, notre ami James Cameron, il va nous sortir donc 2, 3, 4, 5. J'espère que ça marchera pour lui, parce que c'est un très très gros pari. Moi, perso, je n'attends pas spécialement Avatar 2, mais bon, j'imagine que ce sera quand même de bons, voire de très bons films. James Cameron restant un réalisateur très intéressant. Après, on sait jamais, il y a toujours des surprises. Quand la hype est passée, ou tout simplement quand le réalisateur vieillit, ça arrive parfois. Ouais, tout le monde n'est pas Scorsese, voilà. Le mec qui arrive à te sortir des bombes depuis maintenant quasiment 40 ans et qui n'a pas l'air de vieillir, c'est quand même impressionnant. Hein. Je vous renvoie à ma critique de The Irishman, c'est un truc de fou. Je chiais la nuit, je chiais le jour, je chiais partout, je chiais toujours. Mais moi, vous étiez gentil. Bref, à l'exception de Martin Scorsese, qui vieillit incroyablement bien, il arrive toujours à un moment donné où les réalisateurs sont un peu moins bons, font un peu différents, ou mûrissent tout simplement, et ça donne d'autres choses, le public adhère moins. Je vous renvoie à ma critique de Once Upon a Time in Hollywood, le dernier Tarantino, que je suis quasiment certain auquel le public a moins adhéré, et déjà le grand public, à partir de 8 salopards, le film précédent de Tarantino, était déjà en train plus ou moins de prendre des distances vis-à-vis du cinéma de Tarantino. Je pense tout simplement que Tarantino est arrivé à un certain niveau de maturité. J'y reviendrai certainement quand son prochain film sortira. Bref, tout ça pour dire... Grand détour, mais tout ça pour dire, je ne sais pas trop quoi penser de ces projets Avatar. Quoi qu'il en soit, c'est Avatar qui est redevenu le film le plus vu au cinéma, en accumulant donc sa re-sortie, puisqu'il est quand même sorti 4 fois au total, finalement, Avatar 1. Une première fois au cinéma en version normale, une deuxième fois en version longue, une troisième fois en version IMAX. Et donc là, c'est la 4e sortie, si je dis pas de bêtises, donc en Chine. Et donc, le nombre de sorties d'Avatar aurait dépassé celui de Avengers Endgame. Donc déjà, bravo à Avatar et tout ça, succès, c'est super, c'est génial. Mais au total, en tenant compte de l'inflation, c'est bel et bien toujours, semble-t-il, autant on ne porte le vent. Et oui, c'était ça la fin de l'info de cette news, qui est le film qui a été le plus vu de l'histoire du cinéma. Alors, il se trouve que autant on emporte le vent, il y a une excellente vidéo de Durandal dessus que je vous conseille de voir en 2 morceaux, qui est à mourir de rire, qui est hilarante, et qui aborde très très bien le fait que le film est vieilli, hein, tout simplement, qui est un film hyper discutable, et complètement nostalgique de la période de l'esclavagisme américain. C'est absolument nauséabond, et donc c'est un film qui a pendant longtemps une sorte d'aura de romantisme suranné. Je reviendrai dessus à l'occasion, si vous voulez. C'est peut-être pas le lieu ici, simplement, mon point de vue là-dessus est simple, c'est que tout simplement les rapports entre hommes-femmes ont évolué. Bien sûr, on a eu l'énorme explosion de MeToo, la question des genres aussi qui a été beaucoup remis en cause depuis le début des années 2010, et qui a vraiment explosé à partir du milieu des années 2010. À partir de 2015, mais on a vraiment actuellement maintenant d'autres rapports, je pense une autre appréhension généralisée des rapports hommes-femmes, pour du bien ou du pire ou du meilleur, ça je vous laisse juger. Il y a de tout un petit peu sur YouTube, ça brasse des points de vue très différents, donc je vous laisse libre d'aller sur les sites internet et les streamings différents, et les lives aussi sur Twitch où les gens en parlent, avec des avis très intéressants et très pointus, estimant que c'est une régression ou une avancée. Moi perso je pense plutôt qu'il y a eu du progrès, plus ou moins, même s'il y a des excès partout dans les rapports hommes-femmes, notamment la théorie une des théories que je trouve très discutable, qui consisterait de remplacer un déséquilibre par un autre, c'est-à-dire puisque il y a eu un déséquilibre pendant des années, voire des siècles, en faveur des hommes, il faudrait du coup qu'il y ait maintenant un même type de déséquilibre en faveur des femmes pour pouvoir retrouver une certaine assiette. Moi je pense au contraire que il s'agit de créer réellement cet équilibre et d'essayer d'aborder ces questions avec toute la difficulté que ça peut aborder, mais en essayant toujours de trouver de l'équilibre et non pas en créant un nouveau déséquilibre. Après, la philosophie néolibérale telle qu'on la connaît depuis plusieurs années et qui dirige notre monde part du principe que
Grosso modo, il faut aller à fond dans sa direction, peu importe si ça déséquilibre le monde, l'écologie ou autre, et que naturellement, quand on est trop haut, on est amené à être rééquilibré par notre opposé. Théorie politique intéressante, mais qui dans les faits concrets, dans tout ce qui est, par exemple, gestion des ressources, est une catastrophe, tout simplement écologique. Donc voilà, si vous voyez ce que je veux dire, à beaucoup de niveaux, c'est une théorie assez discutable. Bref, je ferme la parenthèse sur le féminisme, je vais me faire péter le cul à grands coups de pied parce que je dis n'importe quoi et que je connais pas assez mon sujet. Revenons-en au cinéma. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Mais, petite parenthèse de fin sur Autant n'emporte le vent, qui est donc le film. Vous serez plus intelligent que moi désormais. Le film qui a été le plus vu, qui a eu le plus de sorties de l'histoire du cinéma, le plus de gens qui sont allés le voir au cinéma, qui reste un film que je pense qu'il ne faut pas censurer, qu'il faut présenter simplement dans son contexte. Rappeler que les valeurs morales d'un film sont celles de son époque, et peut-être tout simplement, non pas mettre un encart en disant « Oh mon Dieu » ou le censurer ou quoi que ce soit, le laisser tel quel. C'est la plus grande sortie de l'histoire du cinéma, et c'est une sortie et des valeurs qui sont très très discutables sur le fond. Et ça, c'est hyper intéressant de se rendre compte que le succès, eh ben, c'est pas un gage de valeur de fond. C'est simplement une réussite économique, une réussite à un moment donné. Et peut-être qu'avec le recul, bah oui, il y a des choses qui ont bien marché à une époque. Aujourd'hui, on devrait plutôt se dire, bon, bah on en a honte, on doit remettre ça en cause et faire en sorte que ça n'arrive plus, plutôt que d'essayer de l'effacer ou de le cacher en disant non, non, mais c'est la honte. Non, non, le plus grand film de l'histoire du cinéma en termes de succès de sortie est un film raciste, ségrégationniste, c'est tout, c'est comme ça, et ça parle de l'humanité, et ça nous donne, je pense, une base pour essayer d'aller plus loin et essayer d'être moins des merdes que ça. C'est pas mal au final dans le fond. Quelle indignité. Boss Level, donc, critique aujourd'hui pas forcément très longue, on va essayer d'aller à l'essentiel. Je vais d'abord éventuellement parler un petit peu du casting qui est de bonne facture. On a donc Franck Grillo, comme je disais, acteur de second rôle et acteur de premier rôle dans plutôt de série B, qui fait bien le travail, et honnêtement, qui de film en film a montré qu'il était capable d'aborder des choses, des moments assez touchants, qui sait jouer le mec dur comme ça, costaud, mais qui a comment dire, de la tendresse sous son corps, sous sa carapace, et je trouve qu'il le fait bien, je trouve qu'il est touchant, et que il arrive vraiment à bien rendre l'histoire de ce mec qui est donc coincé dans cette boucle. Ah merde, j'ai oublié de faire le pitch. Non mais j'hallucine moi. C'est minable. Ah oui, c'est minable. Tu as été minable. Roy Pulver se réveille un matin et se rend compte que des tas de gars essaient de le buter, et de le buter sans arrêt, et malgré tous ses efforts, il se fait tuer. Fin du film. C'est tout. Ça crie de gueule. Oh non, non mais remboursez de suite. Roy Pulver se rend compte que bien qu'il essaye, malgré tous ses efforts, de ne pas se faire tuer, il se fait tuer à nouveau, et fin du film. Non. Ça fait déjà plusieurs fois que Roy Pulver se réveille, mais malgré tous ses efforts pour essayer de ne pas se faire tuer, c'est déjà la 120e fois qu'il se fait tuer, et c'est la fin du film. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Ok, je me calme, vous avez compris le délire. Il s'agit de boucles temporelles. Roy Pulver est bloqué dans une boucle temporelle dans un jour où on lui a envoyé des tueurs complètement barrés, armés de couteaux, d'hélicoptères à Gatling, de sabres, de flingues, de lance-grenades et autres joyeusetés, pour le buter, lui et personne d'autre. Et malgré tous ses efforts, il finit toujours par se faire tuer au même moment, alors que notre film commence. Le jour d'avant sa mort, il a retrouvé sa compagne, son ex, qui travaillait sur un projet gouvernemental un projet privé hyper expérimental et extrêmement dangereux, mais il n'a jamais réussi à faire la liaison. Il met beaucoup de temps à faire la liaison entre ce projet et éventuellement ce qui lui arrive. Je veux pas spoiler plus que ça, sachez simplement que il va devoir se battre un maximum, se faire tuer un maximum avant de comprendre. Mais bordel, c'est quoi ce bordel? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Oui, j'avais oublié de faire le pitch, mais j'ai pas spécialement envie de déflorer le scénario parce qu'il est relativement simpliste et que je pense qu'il ménage plutôt bien son suspense. Donc j'ai pas trop envie de vous en dévoiler. Je vous déconseille de trop regarder les bandes annonces. J'avais partagé la bande annonce, une bande annonce très légère sur mon Instagram, et je pense que ça en disait déjà beaucoup trop. Donc voilà, la base est simple. Roy Pulver se fait tuer tous les jours. Et quand le film commence, il a déjà commencé à maîtriser un maximum le début de son histoire, mais il meurt toujours au même moment, à la même heure, et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à dépasser ce moment-là, jusqu'au jour où il finit par prendre le temps de repenser à la journée d'avant qu'il avait passée, notamment où il avait retrouvé son ex, et là,
il commence à comprendre un tout petit peu plus qu'il y a peut-être moyen qu'il s'en sorte et qu'il comprenne un petit peu mieux ce qui lui arrive. Donc, scénario relativement simpliste que je trouve Frank Grillo sert très bien, vu qu'il est bon dans l'action, il sait vraiment maîtriser différentes intensités d'action, mais je vous parlerai de la mise en scène après et de l'importance d'avoir un acteur comme Frank Grillo dans le rôle titre. Au niveau du casting, je vais finir quand même. On a Naomi Watts qui joue très très bien, qui fait du Naomi Watts, tout simplement, une excellente actrice bien impliquée dans son rôle, qui sait mettre de l'émotion, qui sait être un personnage fort avec peu de scènes, voilà, mais qui est, je pense aussi, qui ne révolutionne absolument pas son jeu, ni les personnages qu'elle a pu faire dans sa carrière, mais qui le fait très bien. On a Mel Gibson qui vient nous faire un méchant plutôt charismatique et qui fait bien le taf avec son cigare, avec son chef, le côté chef, vous voyez, de toute une bande de soldats et de tarés. Il est très bon, il fait vraiment bien le taf, il a quelques petits monologues tout à fait sympas. Bref, le méchant classique de série B, mais c'est Mel Gibson, et il sait faire le taf. Et après tout le reste, on a une galerie de gueules, tout simplement, avec... pas forcément en tête, mais comme que j'ai remarqué, l'ancien combattant de MMA Quinton Rampage Jackson, c'était lui qui jouait déjà le rôle de Barracuda dans la version de Joe Carnahan de The A-Team. Bref, là c'est vraiment un tout petit rôle qu'il a, puisqu'il est supposé avoir un sosie, c'est deux blacks qui sont allemands, enfin qui sont des jumeaux et allemands, c'est complètement absurde. Bref, vous avez compris le délire, il s'agit d'une grosse galerie de portraits, peu importe qui sont les acteurs qui les jouent, entre guillemets, l'enjeu pour Joe Carnahan, c'est surtout que cette galerie de portraits amuse l'œil, fasse passer le temps correctement et joue leur rôle à fond dans les différentes intensités qu'ils sont supposés imposer au personnage, puisque le principe de Boss Level est d'être clairement une adaptation de jeu vidéo. La photographie de Boss Level étant absolument moyenne, c'est une photographie chaude de films d'action américains, il n'y a vraiment pas de grande découverte à cet endroit-là, on va pas s'attarder là-dessus, on va surtout s'attarder au découpage et au travail de l'action. Il est clair que un acteur aussi basé sur l'action et la cascade et surtout les chorégraphies de baston qu'est Frank Grillo n'allait pas produire un film où il est l'acteur principal, où grosso modo le cœur n'allait pas être l'action. Frank Grillo, déjà en tant qu'acteur, déjà sur son Instagram ou autre, comme je vous l'avais déjà dit, c'est un mec qui parle souvent d'entraînement, là, des bienfaits du sport, blablabla. Régulièrement, il se la pète dans des photos en montrant que, je crois qu'il a 52 ans, il a un corps d'Adonis, je caricature. Il est absolument musclé, sculpté, parfait, blablabla. Donc les valeurs du sport pour lui sont énormes, et notamment du sport de combat. On le voit régulièrement faire de la boxe, notamment des pattes d'ours avec son entraîneur, blablabla. Donc il a rencontré certains combattants de boxe ou autres, et puis il les met en valeur sur Instagram. Bref, le sport de combat notamment, chez lui, c'est le gros kiff. Et donc forcément, il a toute une expérience de ça. Je vous ai parlé aussi avant de la série Kingdom, où il jouait donc ce fameux prof de MMA. Donc clairement, c'est un domaine qui l'intéresse, qui le passionne. Donc un film pour lui comme Boss Level, il le coproduit parce que voilà, le personnage principal va faire des galipettes, des bastons, combattre au sabre, combattre à main nue, combattre avec des flingues, faire des poursuites en voiture, des poursuites à pied, bref, vous avez compris le délire. C'est exactement le cœur de ce que Frank Grillo veut exprimer. Et il se trouve que Joe Carnahan est un excellent faiseur d'images concernant ce domaine-là. Il sait très bien mettre en scène ses séquences, il sait très très bien couper les séquences avec rythme et non pas surdécouper l'action pour essayer de pallier à des défauts de chorégraphie ou tout simplement à une certaine mollesse de rythme. Dont je vous reparlerai probablement prochainement, puisque j'ai vu le Monster Hunter de Paul W.S. Anderson et je vais faire un podcast dessus parce c'est loin d'être une catastrophe. Moi personnellement, quand je vois Paul W.S. Anderson crédité comme réalisateur, j'évite comme la peste, mais là il se trouve qu'avec ma compagne on savait pas trop regarder, on est tombé sur Monster Hunter, on s'est dit bon écoute, on tente, et il se trouve que c'est une surprise assez étonnante. Je vais faire un podcast la semaine prochaine dessus, ne vous étonnez pas, et les fans du jeu, j'ai envie de dire calmez votre joie, parce que pour une fois qu'on a une adaptation intéressante, et pas forcément un chef-d'œuvre mais intéressante, vous devriez vous estimer content. Parce que les fans de Street Fighter ou de Mortal Kombat, pour l'instant, ils n'ont jamais eu quelque chose d'intéressant, juste pour vous donner une échelle d'idée. Et la prochaine adaptation de Mortal Kombat, qui est supposée être intéressante, on verra. J'espère, mais on verra. Un grand coup dans ton cul. Les différents éléments que je trouve qui fonctionnent bien dans les chorégraphies de baston, notamment de Boss Level, sont clairement liés à mon avis à trois choses. La première, c'est que l'implication clairement de l'acteur principal, on sent vraiment qu'il a beaucoup taffé les différentes scènes. Le personnage devant maîtriser
notamment une scène dès le début, dès son réveil, le personnage se fait attaquer par un mec au couteau. On le découvre dès les premières minutes du film, donc je vous spoil rien. Et il sait exactement dans quel timing éviter les coups et buter le gars, buter son adversaire. Et il arrive même de plusieurs manières au bout d'un moment. Et ben tout simplement, ça a dû demander un énorme travail de mise en scène, mais aussi de chorégraphie pour l'acteur, parce qu'il doit jouer la séquence une fois blasé, une fois fatigué, une fois excité, une fois en train de se poser, il se pose des questions et en même temps il évite les coups. C'est très très difficile à faire et il faut vraiment que le travail de chorégraphie de l'acteur et du cascadeur ait été chronométré, millimétré. Je pense qu'ils ont dû répéter je vous parlais déjà la dernière fois que pour réussir une scène d'action, il faut la répéter encore et encore et encore et encore, et vraiment beaucoup de fois pour qu'elle soit maîtrisée, à moins d'être avec des gens qui se connaissent très très bien et se font extrêmement confiance, ce qui est le cas si par exemple l'acteur se fait la chorégraphie de baston avec son entraîneur. Il y a plein de films où c'est le cas, hein. Je sais par exemple que Vernon Rieta, qui était l'entraîneur de Adrian Paul pour la série Highlander, l'a suivi sur plusieurs films après, et que c'était lui le chorégraphe des bastons de film avec Adrian Paul, parce qu'ils se connaissaient très bien, et que très souvent, quand il avait une grosse baston à faire dans un film, il se battait contre lui. Alors, où le mec était déguisé, ou on lui changeait les fringues, on lui mettait les fringues de l'adversaire, juste pour que les plans sur Adrian Paul, où on voyait l'adversaire de dos, ce genre de truc, soient beaucoup plus fluides. Et comme par hasard, ces plans-là sont à chaque fois bien plus réussis, bien plus instinctifs. Mais c'est parce que les deux personnes se connaissent très, très, très bien. Et donc là, vraiment, dans Boss Level, on sent vraiment que le travail a été fait avec beaucoup d'applications. Je crois qu'il n'y a aucune baston à main nue ou à l'épée que j'ai trouvé... où j'ai trouvé un plan qui m'a dérangé. Je trouvais que c'était absolument brillant, c'est très très efficace, et du coup effectivement ça devient spectaculaire, ça devient fun, ça devient classe. Bref, déjà si déjà vous aimez les bastons à main nue bien chorégraphiés, bien faites et qui sont spectaculaires, bah vous devez regarder Boss Level. Le deuxième élément, je l'ai déjà dit un petit peu avant, c'est que il faut pouvoir jouer dans un film de boucle temporelle, il faut pouvoir rejouer les mêmes choses avec une intensité différente à chaque fois pour effectivement, malgré la répétition visuelle, malgré le fait qu'on revive, que le personnage refasse les mêmes choses, on ait une réelle avancée dans la narration. Et il se trouve que Frank Grillo a vraiment bien fait le taf. Le moment où il est fatigué, il en peut plus, ben ça se voit, c'est évident. Le moment où il découvre des choses et il revit, il est en train de se battre, il se dit ah oui mais en fait j'avais oublié ce détail, et ben on voit vraiment pendant qu'il fait les gestes que sur son visage il est en train de se dire ah merde j'aurais dû refaire ça en fait. Et c'est assez génial parce que ça permet au film d'être et spectaculaire et fun et de continuer à avancer. Et là pareil, Frank Grillo a fait un très 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 bon travail. Il y a vraiment une grande partie de la qualité narrative de Boss Level vient de la capacité de Frank Grillo à refaire les mêmes choses et avec une légère intensité différente. Et ça, franchement, ça prouve déjà qu'en tant qu'acteur, il a franchi un palier, selon moi. Et ensuite, dernier élément et non des moindres sur les films de boucle temporelle avec de l'action, puisque c'est le premier film que je vois faire ça, boucle temporelle avec de l'action aussi frontale. Alors, le premier, j'en rajoute. Il y avait eu un film assez sympathique avec Nicolas Cage. Ah, j'ai oublié le nom du film, où il est grosso modo, son pouvoir à lui, c'est de revivre à chaque fois le même instant, bref, et donc il peut faire des milliers de tentatives. Et on le voyait faire des milliers de tentatives en un seul plan, on voyait les différentes tentatives où il se faisait tuer, disparaître à côté de lui, enfin voilà, c'était pas mal du tout, j'ai oublié le nom de ce film. C'était loin d'être un chef-d'œuvre, hein, mais je trouvais que pour le coup, visuellement, il y avait eu cette idée qui était assez sympa. Mais donc, bref, il n'y a pas eu beaucoup de films d'action avec des loupes temporelles, je trouve, aussi intéressantes et aussi poussées en termes de chorégraphie que Boss Level. Et donc Boss Level, à cet endroit-là, a encore un élément de plus, c'est se renouveler dans la même action. C'est très très difficile, et franchement, Joe Carnahan a fait du super travail. J'ai passé un très bon moment devant Boss Level, j'ai pas eu l'impression de revoir les mêmes choses de manière rébarbative. J'ai trouvé au contraire que ça avançait vite, que ça avançait avec beaucoup de cohérence par rapport au tempérament du personnage, mais je reviendrai là-dessus après quand je parlerai du scénario. Et ça a l'air d'être bête, mais savoir renouveler une même scène, c'est un vrai talent, et il se trouve que dans Boss Level, ça marche. Je vous le dis, vous aurez vraiment un renouvellement de l'action tout au long du film, et les moments où le personnage coince ne seront pas toujours réglés de la même manière. Il y a des fois où le personnage aura envie d'être bourrin, et en fait il ne pourra pas. Le niveau de difficulté, je fais exprès d'utiliser ce terme, ne lui permettra pas d'être bourrin. J'en reviendrai là-dessus quand je parlerai du scénario plus précisément. Ou alors, il va tomber sur un adversaire qui vraiment va lui demander d'aller s'entraîner, de vraiment se remettre en cause, parce qu'il n'a pas le niveau pour franchir ce moment de ses tentatives.
ou alors encore, il va se rendre compte que c'est pas par là qu'il devait passer, ou que ce n'était pas ça qu'il devait faire. Ça aussi, c'est très intéressant. Bref, vous avez compris, c'est l'intelligence scénaristique, mais aussi de mise en scène de Boss Level permet de renouveler sans arrêt les mêmes séquences, tout en faisant évoluer le film de manière naturelle. Et là, maintenant, on va aborder le scénario, parce que même si en termes de mise en scène, je trouve que ça marche, en termes de scénario, c'est pas... Enfin, voilà, quoi. Oh oui, oh, oui. Parce que oui, le scénario de Boss Level, peut-être son défaut. Alors je mets de gros guillemets à défaut. Il se trouve que dans un film de boucle temporelle, je vous renvoie au chef-d'œuvre indépassable pour moi de ce style qui est Un jour sans fin, Groundhog Day de Harold Ramis, dont je vous ai déjà parlé pas plus tard que la semaine dernière et donc sur lequel il serait temps que je fasse un podcast en long, large et en travers. Le personnage principal de ce film, qui est joué par Bill Murray, est un sombre connard, un énorme connard, un point barre. Et l'enjeu du film, c'est clairement d'amener ce mec à devenir meilleur qu'il ne l'est. Oui, c'est beau, c'est beau. Et donc, petit à petit, on voit le personnage de Bill Murray d'abord aller de plus en plus loin dans sa connerie avant de devenir quelqu'un de meilleur. Je vous laisse découvrir comment. C'est un superbe film, touchant, très beau sur tellement de points, qui aborde des questions tellement justes. La question du quotidien, la question notamment des autres et des gens qu'on côtoie. Un rapport à autrui que je trouve d'une grande beauté. Je reviendrai là-dessus, même si le film le traite avec une certaine naïveté hollywoodienne. Je trouve encore que le message de ce film est très intéressant, notamment depuis l'explosion des réseaux sociaux. Je reviendrai là-dessus à l'occasion. Bref, en tout cas, cet élément-là, Boss Level l'a compris. Et le personnage de Frank Grillo dans le film, Roy Pulvert, est grosso modo un connard. Alors, je pense, en termes scénaristiques, que le film n'insiste pas assez là-dessus. C'est un poil trop égal. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un con, mais le personnage le dit, mais j'aurais aimé qu'on le voit mieux et plus clairement. Un des super départs de Groundhog Day, c'est qu'on est mort de rire tellement le personnage de Bill Murray est un sombre connard, et Dieu sait que Bill Murray sait jouer les sombres connards, mais je pense vraiment que le personnage de Roy est vraiment un gros salaud sur plein de points. On lui dit, on lui fait remarquer, mais on est déjà un petit peu après que c'était un connard. Il est déjà quelque part au début du film en train de devenir, je caricature, meilleur. Je mets de gros guillemets, parce que notamment, on comprend très vite qu'il est alcoolique, donc c'est loin d'être un mec brillant. Mais c'est pas l'alcoolisme malsain, l'alcoolisme, on se dit merde, quand même, ça l'a amené vraiment à une grosse merde. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas l'alcoolisme où le mec se retrouve dans le caniveau, dans sa pisse et son vomi. Vous voyez, c'est... Et pourtant, ça aurait dû, je pense, si le film devait atteindre un certain extrême, puisqu'on apprend des choses dans le rapport à son ex-compagne. Je veux vraiment pas vous dévoiler l'intrigue, mais dans le rapport à son ex-compagne et notamment à son fils, techniquement, je dévoile à peine un bout de l'intrigue que vous voyez au début, mais sa compagne ne dit pas à son fils qu'il est le père, tellement il est absent. Et il n'est pas absent parce qu'il allait faire le soldat à gauche à droite, comme on l'explique dans l'histoire. Il était absent parce qu'il aimait aller boire des coups et se taper des gonzesses à gauche à droite. Donc c'est vraiment un connard. Et je trouve que le film le rend peut-être pas assez. Il manque un degré. Et c'est dommage parce que, du coup, même en voyant le film d'un seul coup en entier, machin, j'étais un peu embêté parce que je me disais, merde... Ah oui, effectivement, c'était un connard et il devait devenir meilleur. C'est-à-dire que j'ai dû quand même prendre un peu de recul par rapport au film pour me dire oui, mais pourquoi lui spécifiquement vivre ça? Ah bah oui, c'est un connard. Mais je trouvais que c'était pas assez évident, pas assez appuyé. Et c'est dommage parce que du coup le film manque un point d'appui qui, même si on le découvre petit à petit, c'est pas obligé d'être le cas dès le début du film, on n'est pas obligé d'être dans un sens narratif aussi direct que celui de Un jour sans fin. On peut effectivement découvrir le personnage plus doucement et aller vers une intro qui arrive après 10 minutes de film, je caricature, ce qui est le cas de Boss Level, et moi je trouve que ça fonctionne bien grâce à l'action, grâce à la générosité, grâce au ton notamment narratif du personnage qui est quelque part désabusé et assez drôle, et que Frank Grillo fait très bien. Mais... je pense que ça manque un poil d'intensité, un poil de noirceur, pour que, après, grosso modo, le revirement du personnage, ou simplement l'élévation du personnage, soit un peu plus clair. Et c'est dommage, parce que sans cette base-là, on part finalement d'un personnage qui est déjà au départ pas si méchant que ça, vous voyez ce que je veux dire, et qui va devenir quelqu'un de super, un super-héros. Mais c'est un peu moins renversant, un peu moins fort, forcément, parce qu'il part pas de si bas. Alors que je pense qu'il aurait dû partir du caniveau, là où naturellement un type qui agit comme ça et qui est une grosse merde avec sa femme et sa femme et son enfant aurait pu tout à fait être légitimement sans en rajouter et sans forcément rendre le film misérabiliste ou alourdir le film. Ne
Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et l'autre élément qui est un petit peu dommageable à l'histoire et qui est un petit peu qui rend le film un tout petit peu en deçà, c'est le climax du film. Il n'y a pas vraiment de climax, c'est-à-dire que autant on a tout un passage, des passages d'action qui sont hyper intéressants, qui sont renouvelés comme j'expliquais avant, avec le fait de ne pas s'entêter, d'être intelligent pour franchir certaines étapes, de s'entraîner pour en franchir d'autres, de passer par d'autres chemins ou d'envisager l'aventure différemment. Tout ça, c'est des références aux jeux vidéo qui sont brillantes, et c'est un film qui, de ce côté-là, est une adaptation hyper intéressante du jeu vidéo. C'est vraiment une excellente adaptation de jeu vidéo, Boss Level, j'aime beaucoup ça. Une excellente adaptation et en plus une généreuse adaptation, puisque le film, en plein milieu, de manière peut-être pas très subtile, mais dit clairement qu'il est un hommage à plein de jeux qu'il adore, Street Fighter et autres, donc... alors peut-être pas Street Fighter, hein, c'est peut-être pas le film le jeu qui aurait peut-être été le plus central dans l'adaptation d'un scénario comme Boss Level, mais dans l'idée qu'il y a une répétition des scènes de baston, dans l'amour du sport de combat de Frank Grillo, et le plaisir notamment qu'a du cinéma de genre qu'a Joe Carnahan, mettre Street Fighter comme référence principale est cohérente. C'est pas parfait, mais c'est cohérent. On aurait pu voir d'autres trucs comme Splinter Cell, Hitman ou autres comme référence, et on le voit, je pense, hein, sans qu'ils aient besoin d'être cités nommément, mais ça marche assez bien. Et en plus, il y a plein de sous-entendus quand le personnage, grosso modo, est confronté à du jeu vidéo et en parle, que clairement le film s'affirme comme un hommage aux jeux vidéo et une adaptation de jeux vidéo, et à cet endroit-là, Boss Level est juste excellent. Mais voilà, il m'a semblé que la dernière partie du film, le climax, est un peu décalé, et quelque part c'est pas une scène d'action, et c'est un peu dommage, parce que je pense que ça, grosso modo, le film te dit j'ai résolu l'histoire, on va aller vite, maintenant on va raser tout ça à la calache, littéralement, donc je vous laisse découvrir comment, mais c'est un petit peu dommage parce que je pense que ça, Boss Level est trop un film de série B, trop un film de genre, pour ne pas avoir une scène d'action climax. Je pense qu'on en aurait eu besoin, je pense pas qu'elle aurait été trop, et je pense qu'au contraire ça aurait pu être extrêmement fun. Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est parce qu'ils ont estimé que le film était assez long et que 1h35 ça suffisait, et que du coup autant garder l'adrénaline, et une fois que la narration était résolue, aller vers sa conclusion? Peut-être. Nonobstant, la conclusion est un petit peu longue pour ce qu'elle a à rajouter, je pense, à la narration. C'est surtout une conclusion qui grosso modo dit on aimerait faire une suite, tout simplement, hein, parce qu'on sent clairement que Frank Grillo, Joe Carnahan ont kiffé de faire ce film et qu'ils aimeraient beaucoup faire une suite. Et moi je dis Boss Level 2, pourquoi pas, hein, bon, gros kiff, puisque là on a été sur un mix de jeux vidéo, autant qu'ils délirent et qu'ils nous fassent carrément une adaptation des Modern Warfare et autres en film. Je trouverais ça super fun pour plein de raisons, et quitte à kiffer comme ça et avoir de la bonne action bien faite, pourquoi pas avoir une suite. Mais c'est peut-être le petit truc, le petit bémol que je vous préviens avant de le voir. Si vous l'avez pas vu, c'est un tout petit peu poussif dans sa conclusion. Ça manque un petit peu d'une grande scène. Donc kiffez un petit peu ce qu'il y a avant. Mais, je pense que le scénario est assez bien écrit, assez touchant sans être bouleversant, pour que le film puisse l'emporter malgré ce léger manque sur la fin. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. La question est vite répondue de cette semaine. C'est une petite réflexion que j'ai envie de partager avec vous. J'ai pas forcément de référence toute faite, de réponse toute faite à ce que je vais vous dire. En fait, si vous me suivez depuis un moment, vous savez, sur Instagram ou YouTube ou autre, que je fais beaucoup de choses différentes. Je fais des podcasts, je fais des vidéos avec images, avec de la satire et de l'humour noir. J'en ai mis pas mal dans les podcasts. Là, dernièrement, je me suis plutôt dit que j'allais en mettre plutôt dans les vidéos plutôt que dans les podcasts, même si j'en mets encore par-ci par-là, hein, vous avez déjà eu la preuve aujourd'hui. Mais grosso modo, je fais beaucoup de choses. J'ai commencé à faire des petites réflexions par image et texte sur Instagram, qui sont devenus un petit peu des petits articles tout petits sur le blog. Donc j'ai aussi un blog où j'ai envie de mettre des petits articles petit à petit sur les films, aller un peu plus loin sur certains axes que j'aborde pas forcément dans le podcast, ou que j'ai pas le temps d'aborder un peu plus loin précisément dans le podcast. Vous voyez, j'ai vraiment ce désir d'aborder les films, de les démonter un petit peu à gauche à droite, de me laisser la possibilité de parler plus profondément de choses sous forme de billets sur Instagram, qui deviennent des articles sur le blog, sous forme de podcast, donc avec The Good Post, sous forme de vidéos avec images. Bref, je fais plusieurs choses, et on pourrait dire avec grosso modo simplicité que je chasse plusieurs lièvres.
Et pour moi, c'est une bonne question. Comme tout le monde qui est sur les réseaux sociaux, ou en tout cas c'est mon cas, j'aimerais percer, j'aimerais petit à petit développer, in fine, mais alors dans un univers parallèle extrêmement chanceux, gagner un peu ma vie avec ce que je produis, avec ce que j'aime faire sur l'audiovisuel, c'est-à-dire faire des vidéos, parler de films, et ainsi de suite. Dans le meilleur des mondes, carrément faire des films et être payé pour ça. Ce qui m'est déjà arrivé mais que je n'arrive pas à refaire, comme je l'ai expliqué dans d'autres podcasts. Et du coup, je me pose la question. Est-ce que ma stratégie est bonne ? C'est-à-dire c'est pas une stratégie que j'ai réfléchi, j'avais envie de faire tout ça, j'avais envie de faire des notes de blog, j'avais envie de faire des notes Instagram, j'avais envie de faire le blog et de faire des petits articles, j'avais envie de faire du podcast toutes les semaines, j'avais envie de faire des vidéos toutes les semaines. Enfin bref, je suis extrêmement motivé pour produire des choses. Or, comme je dois produire très vite et beaucoup, je le vois bien, hein, la qualité s'en ressent. J'ai du mal à sortir des choses de qualité vite. C'est à chaque fois un peu moins réussi que ça pourrait l'être si je mettais parfois peut-être quelques jours, une semaine, 2 semaines de plus. Mais du coup, je produirais moins vite. Or moi, je l'ai déjà fait à une époque, j'essayais vraiment d'attendre de faire des vidéos, mais j'étais frustré. C'est pour ça que j'ai commencé à faire les podcasts à l'époque qui s'appelaient À Chaud, parce que j'avais envie de sortir des vidéos plus souvent, j'avais envie de parler plus souvent de films, je voyais beaucoup plus de films que je n'avais le temps d'en parler, et j'en avais marre, j'avais envie de parler des films qui me marquaient, j'avais envie d'échanger, j'avais pas forcément envie de dire j'ai raison et vous avez tort, mais j'avais simplement envie de dire... d'échanger avec vous, parce que j'aime le cinéma, parce que ça m'anime, parce que ça anime aussi bien mes réflexions politiques que ma réflexion d'être humain, tout simplement, au jour le jour, de mes rapports aux autres, ainsi de suite. Donc voilà, j'ai fait ça assez naturellement, et l'Instagram, et de nourrir l'Instagram, ça m'est venu assez naturellement aussi. Au départ, j'étais pas spécialement sur Instagram, je faisais juste de l'apparition, puis je me suis rendu compte que j'aimais bien faire aussi des articles avec images. Là, j'ai pas mal partagé avec d'autres Instagrammeurs, bref, tout ça pour dire... Je fais beaucoup de choses différentes, et du coup je me pose la question, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je devrais me concentrer sur une seule chose ? Par exemple, les podcasts, et faire des podcasts d'une certaine qualité, et ne plus rien faire d'autre que les podcasts, ce que je fais déjà plus ou moins là, en essayant d'augmenter la qualité des podcasts, par exemple en faisant des plus denses, des plus longs et plus denses sur chaque film. Donc par exemple, quand j'aborde un acteur, à essayer d'aller encore plus loin sur sa filmographie, ou alors carrément prendre un mois, je caricature, pour un seul podcast, mais faire le tour de tous les acteurs principaux, du réalisateur, de toute sa filmographie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je fais déjà plus ou moins, mais pour chaque film. Donc de sortir un podcast genre de 6 heures, mais un par mois, sur un film, et d'être donc extrêmement dense. J'aimerais pas spécialement faire ça, c'est juste un exemple de jusqu'au boutisme que je pourrais faire par exemple, ou laisser tomber les podcasts pour un moment et faire une vidéo avec images dense et ainsi de suite par mois ou par semaine, et du coup faire des podcasts vraiment quand j'ai pas le temps de faire de la vidéo, ou me lancer vraiment sur Instagram, faire essentiellement des articles écrits et quelques pages audio. Enfin, ce que j'essaie de dire, c'est est-ce que vous pensez que je devrais sectariser plus et moins faire de tout, parce que le niveau peut-être est trop moyen pour me permettre de percer l'anonymat où je suis actuellement. L'anonymat relatif, puisque vous m'écoutez, je vous remercie beaucoup, mais vous comprenez l'idée. Je me pose vraiment la question de la stratégie. Est-ce que au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il faut arroser un peu partout comme je le fais naturellement sans me poser de questions, ou vaut mieux percer sur un seul truc et à partir de ce truc-là développer peut-être d'autres choses quand le public est prêt, quand les gens qui suivent sont assez, non pas fidèles, mais apprécient ce que vous faites pour éventuellement tenter d'autres choses avec vous. J'en sais rien, j'ai des exemples, là il y a par exemple Mathieu Sommet qui est revenu bien des années après Salut les Geeks, je sais plus, je crois que c'est ça, Salut les Geeks, je sais plus comment s'appelait son émission sur YouTube, et on lui est tombé dessus vertement en lui disant ouais c'est de la merde pour telle raison. Bref, les gens sont pas spécialement plus généreux parce que quand tu tentes de nouvelles choses, parce que ils apprécient notre travail avant. Donc moi je suis plutôt dans la tentative du genre ouais je mets de l'humour noir et tout ça, je me pose des questions, après on me dit bah écoute je sais pas, l'humour noir je sais pas, est-ce que tu devrais faire référence à Dieudonné ou autre, bah je me remets en cause, je me dis effectivement je me rends compte que l'humour noir je vais peut-être la garder pour les vidéos un peu plus courtes comme The Résumé ou le The Gentleman, et plutôt prendre les podcasts pour être un peu plus sérieux, je caricature, être un peu plus dans la profondeur, un peu moins dans la vanne, un peu moins dans les moments malaise TV, malaise radio, pardon, ou les imitations. Vous avez remarqué que depuis un mois à peu près, je fais plus d'imitations ou autre, parce que je me suis dit que ça alourdissait un peu les podcasts, j'ai pas l'impression que les gens apprécient plus que ça, même si moi ça me fait rire, bah, j'essaie quand même de faire des choses que les gens à un moment donné apprécient.
Sachant que les imitations, ça me demandait quand même de l'effort, ça me fatiguait quand même pas mal, donc je pensais que ça donnait de la légèreté, mais j'avais eu quelques retours positifs, mais sinon un certain silence qui m'a porté à croire que c'était peut-être pas le lieu, alors que sur les vidéos, visiblement, l'humour passait beaucoup mieux, donc je me dis, bon, peut-être garder cet humour-là pour les vidéos, donc j'essaie constamment de faire évoluer ma formule, mais ma question de fond, elle est simple, c'est, est-ce que vous pensez que je devrais faire moins et plus dense, soigner plus la qualité en faisant moins, ou continuer dans la même densité, essayer d'inclure de la qualité dans ce rythme-là. Moi, je pense qu'il faut avoir un certain rythme et de continuer, parce que Internet, c'est ça maintenant, si on veut percer un tant soit peu, il faut avoir beaucoup de rythme, mais peut-être que la qualité de ce que j'arrive à produire hebdomadairement n'est pas suffisante. Bref, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, je suis en pleine réflexion là-dessus, j'ai pas de réponse toute faite. Tirez-vous les foutus! Boss Level de John Carnan est probablement une des meilleures adaptations de jeux vidéo que j'avais vu. Et il m'a beaucoup fait penser sur plein de points à Hypertension, très très sympathique film avec Jason Statham, que je vous conseille de voir, aussi bien le 1 que le 2, c'est des gros délires, c'est hyper sympa. Et mais je mettrais pas Boss Level dans le même panier, parce que Hypertension c'était vraiment basé sur un délire de fond. Hypertension, ça raconte rien à part être un gros délire sympathique et drôle qui s'inspire énormément du jeu vidéo pour plein de choses. Boss Level utilise vraiment l'univers, la manière de jouer un jeu vidéo pour l'inclure dans une narration. Le personnage principal découvrant petit à petit la narration en se posant des questions au travers de l'action, devant s'entraîner beaucoup plus pour passer un stage ou un boss, découvrant des passages secrets, se rendant compte qu'il a peut-être pas pris le bon chemin pour aller vers la bonne fin du jeu. Tout ça, c'est dans Boss Level. Et je trouve que c'est une excellente adaptation de jeu vidéo, peut-être une des meilleures que j'ai vues dernièrement. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ça. C'est aussi un très bon film d'action où Frank Grillo montre une bonne fois pour toutes que c'est un très bon acteur de série B qui mérite largement qu'on s'arrête sur sa carrière et qu'on apprécie son jeu. C'est vraiment un bon acteur. C'est un film où Joe Carnahan revient, je pense, au premier plan avec un film sympathique et sans se prendre trop au sérieux. Peut-être que Joe Carnahan, c'est le nouveau... comment ça s'appelle c'est pas Ridley Scott, le frère de Ridley Scott. Oh, ça me revient plus, qui est mort en plus et qui était un super gars. Oh, qui fait vraiment des films que j'aimais beaucoup. Ah, ça me revient plus. Bon, bref, le frère de Ridley Scott. C'est lui notamment qui a fait Men on Fire. Bref, ça me revient pas. Et c'est peut-être que Joe Carnahan va prendre cette place-là, faire de très très solides séries B, vraiment de qualité. En tout cas, moi, j'apprécie son cinéma. J'aimerais bien qu'il continue comme ça, peut-être en faisant des films plus régulièrement, parce qu'il est bon, tout simplement, ce réalisateur. Un petit peu dans la veine de ce que Antoine Fuqua fait, par exemple, de bonnes séries B bien solides. Pas forcément des grands films à Oscar, mais des bons films. Antoine Fuqua, c'est le gars qui fait plein de films d'action, là, avec notamment Denzel Washington. Donc vraiment des séries B fortes. Bref, Boss Level, c'est une excellente série B, une excellente adaptation de jeux vidéo, et un film qui vous fera passer un bon moment. Donc bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, surtout si vous n'avez pas aimé, comme ça je pourrais vous dire d'aller vous faire... Mais pour cela, mes amis, il va nous falloir retrousser nos manches, parler, expliquer, jouer et faire jouer. Non, le jeu vidéo n'est pas un loisir abrutissant et aliénant. Non, nous ne sommes pas des abrutis. Non, nous ne sommes pas le dernier wagon débile du grand train de la culture. Non, car de ce train, demain, nous en serons la locomotive. Mais pour ça, il va falloir créer. Il va nous falloir créer du sens. Jouer avec intelligence et montrer à ceux qui nous regardent de haut que nous ne sommes ni des bêtes, ni des fous. Et s'il faut le répéter, nous le répéterons. Et je finirai sur ces mots: la répétition est la plus forte des figures rhétoriques.